Bonjour, bonjour et bienvenue dans la suite de cette série de vidéos où je vous parle de structure algébrique. Cette vidéo est un remake d'une vidéo du même sujet, en fait, suite à vos commentaires. Je remercie Blanche et Marie qui m'ont fait des remarques constructives pour me dire qu'il y avait une erreur, qu'il manquait des petits trucs, des petites imprécisions et tout ça. Bon voilà, et donc je me suis dit, allez, on recommence tout, on la refait bien. Et donc, si vous l'avez déjà vu avant, eh ben, vous pouvez passer à la suivante parce que le contenu n'est pas fondamentalement différent, mais sinon pour les autres, vous avez directement la bonne version. J'ai enlevé la mauvaise vidéo de toute façon. Ok, allez, allons-y. Donc la table des matières de cette vidéo, elle va consister à... Donc je vais vous parler de fonctions entre des ensembles munis d'opérations, qu'est-ce que ça veut dire, la compatibilité d'une fonction avec des opérations, etc. pour pouvoir vous définir ce que c'est qu'un morphisme de groupe, et puis un morphisme d'anneau. Ensuite, je vous donnerai la définition de, on verra des exemples, etc. Et puis la définition de isomorphisme, pourquoi c'est important, etc. Les morphismes juste injectifs, et puis je vous parlerai du noyau d'un morphisme. Voilà. Donc je me concentre vraiment sur les choses fondamentales sur les morphismes, et on verra plus tard des choses un peu plus pointues. Là, c'est vraiment les notions de base. Donc si vous connaissez déjà tout ça, vous pouvez passer à la vidéo suivante. Ok, alors allons-y. Donc si je prends une fonction de E dans F, et puis j'imagine qu'il y ait des opérations sur E et F. Par exemple, si je prends une fonction de R mue de l'addition, donc le groupe R+, dans le groupe R+, eh bien, je dirais qu'elle est compatible avec les opérations si faire l'opération avant ou après, ça ne change rien. Autrement dit, si f de la somme faite ici, bah, c'est la somme des images, de f de x et de f d'y, donc si je fais la somme à la fin, vous voyez, hein, la somme au début ou la somme à la fin, voilà. Là, on dira que l'application f est comme ça, elle est compatible avec l'opération plus. Donc, bah, si je rajoute une hypothèse comme f continue ou croissante, alors il existe une seule catégorie de fonctions qui vérifie ça, fonction f de x égale 3x. Hein. En général, il y en a d'autres, mais ils sont un peu compliqués à décrire. Mais bon, voilà, celle-là, vous connaissez depuis trop longtemps, ça vérifie bien ça. Hein. 3 fois x plus y, ça bien 3x plus 3y. 3 fois x plus 3 fois y. Ce sont les applications linéaires. Ok, bon. Alors, un peu plus compliqué peut-être si je prends cette fois toujours de R+, dans le groupe R étoile, donc les réels non nuls, munis de la multiplication. Vous voyez, si je n'ai pas la même opération sur l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que d'être compatible avec cette opération? Bah, ça veut dire que l'image de l'opération faite au départ, c'est l'opération faite à l'arrivée. Vous voyez, c'est pas forcément la même. Du coup, là, ça fait que l'image de la somme, c'est le produit des images. Donc, j'espère que vous avez un exemple en tête. Bon, sinon, voilà, il va falloir travailler un petit peu. Normalement, vous avez un exemple en tête de fonction qui vérifie ça. Hein. Oui, c'est un peu inventé pour. Hein. C'est la fonction exponentielle, d'accord? Donc là, j'ai mis exponentielle 2x, ça peut être exponentielle kx, en fait, ça vérifie bien ça, vous le savez bien, exponentielle de 2 fois x plus y, c'est exponentielle de 2x plus exponentielle de 2y, donc exponentielle de x fois exponentielle de 2y. Ok, donc voilà. Donc voilà des exemples d'opérations compatibles. Donc, si on prend deux groupes maintenant, je prends donc pas des ensembles n'importe comment munis d'une addition, eh bien je dis que f, une application de G dans H, est un morphisme de groupe si et seulement si elle est compatible avec l'opération, c'est-à-dire que l'image d'un produit au début, bah, c'est le produit des images à l'arrivée. Alors là, pourquoi j'ai mis ce symbole bizarre? Parce que des fois, les groupes, c'est noté plus, surtout s'ils sont commutatifs ou fois. Donc là, vous voyez, c'est à la fois plus et fois. Hein, c'est comme ça, c'est des étoiles, et puis c'est pas forcément la même opération au début et à l'arrivée, donc je suis obligé de mettre des symboles un peu différents, mais ça veut dire que, voilà, hein, l'opération de groupe au début, je prends deux éléments du groupe de début, je fais l'opération, je calcule l'image, bah, c'est comme si j'avais calculé les images de chaque élément, je l'arrive dans le verrier et je fais l'opération de l'espace d'arrivée, j'obtiens la même chose. Okay, voilà. Donc c'est ça un morphisme de groupe. Okay, donc des exemples. Qu'est-ce que j'ai comme morphisme, par exemple, de z, d'addition, dans les complexes non nuls munis de la multiplication? Oh là là. Bon, bah c'est pas très compliqué, c'est pas très différent de celui qu'on a vu juste avant. C'est par exemple exponentielle in. Vous voyez? Alors, j'arrive pas dans ces étoiles complets, là, parce que là, j'arrive même forcément dans le cercle trigonométrique, mais pas forcément surjectif, un morphisme. Hein, voilà. Donc là, j'obtiens même pas tout le cercle, hein, d'accord? J'obtiens les points entiers. Hein, de points dont les angles, la mesure des angles radians est un entier. Donc voilà. Une partie dense du cercle. Bon, enfin bon. Bref. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Bah, par exemple, je peux aller des polynômes dans les nombres réels, et puis un polynôme, hop, j'ai aussi P de 0. Ou alors j'ai mis P de 0, ou P de 1, P de 2. L'évaluation d'un polynôme en une valeur de R. Vous voyez, bah, ça c'est bien compatible. Hein, parce que bah, P plus Q de 0, d'accord, si je fais plus d'abord, P plus Q de 0, bah, c'est P de 0 plus Q de 0. C'est juste la définition en fait. Ça marche même pour les fonctions, pas forcément pour les polynômes. Ok, un autre exemple, si je prends les matrices inversibles, donc à coefficient réel, hein, vous le savez, si vous avez déjà vu mes vidéos sur les matrices, vous savez ce que c'est. Hein. Eh bien, le déterminant, donc on a vu dans les vidéos sur le déterminant que c'était un morphisme. Ça veut dire simplement que, une autre façon de dire que det de m fois n, c'est det de m fois det de n.
ok, hein, que c'est compatible avec voilà, le produit des déterminants. Déterminant d'un produit, c'est le produit des déterminants. Bah, une autre façon de le dire, c'est que l'application de déterminant est un morphisme. Ok. Bon, bah voilà. Très bien. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, des petites propriétés très très simples. Si je prends un morphisme de groupe entre deux groupes, donc G et H, eh bien, si j'appelle NG et NH les éléments neutres de G et de H, qui ne sont pas forcément les mêmes, d'accord? Bon, si je notais en multiplicatif, je les aurais appelés 1 et 1, mais voilà. Ouais. L'image de l'élément neutre de G, c'est l'élément neutre de H. Ok? Donc déjà, ça c'est cool. Forcément, si ça va de plus d'un fois, bah, f de 0 c'est 1, c'est juste obligé, quoi. Ok, donc, hein, cas particulier, voilà, bah, l'image de 0 par exponentielle c'est 1, parce que bah, c'était l'élément neutre de R étoile et l'élément neutre de R. Et puis, bah, le déterminant de la matrice identité, d'accord, l'élément neutre de GLN, bah, c'est l'élément neutre de R étoile aussi, donc tout va bien. Bon, bah voilà, c'est pas bien compliqué à prouver, alors allons-y. Donc, pour tout G dans G, f de G, c'est f de G étoile NG. Hein. Pourquoi? Parce que G égale G étoile NG, c'est l'élément neutre de G. Mais donc ça, par définition, c'est f de G, grande étoile, f de NG. Ok? Or, je suis dans un groupe, hein, d'accord? H est un groupe. Donc j'ai f de G, qui est un élément de H, égale f de G étoile quelque chose. Je peux multiplier par le symétrique de f de G, je peux toujours simplifier dans un groupe. Hein, d'accord? Il existe un élément H, le symétrique de f de G, tel que H, grande étoile f de G, soit l'élément neutre de H. C'est vrai pour c'est axiome de groupe, tous les éléments en inverse. Donc je multiplie par H de chaque côté, d'accord? Donc là j'obtiens n de H, et là j'obtiens n de H étoile f de G. Et n de H étoile f de NG, bah, c'est f de NG, d'accord, par définition, puisque ça c'est l'élément neutre de H. Et donc j'obtiens que f de NG égale NH. Voilà, c'est pas bien compliqué, mais déjà, donc si vous voyez, ça peut être une astuce, hein, comme pour montrer qu'un truc n'est pas un espace vectoriel, bah, s'il n'y a pas l'élément neutre dedans, ou qu'un truc n'est pas un sous-groupe, voilà, bon. Bah là c'est pareil, si déjà vous savez que l'image d'élément neutre, c'est pas l'élément neutre de l'autre, bah, c'est pas un morphisme, c'est pas la peine de s'énerver à essayer de prouver la relation de compatibilité, vous voyez. Ça peut servir à ça par exemple. Ok, donc maintenant si je prends un morphisme de groupe, donc toujours pareil avec la même notation, il y a une autre propriété qui est sympathique, c'est que l'image, alors là j'ai pris la même notation parce que vous voyez, inverse pour petite étoile et inverse pour grande étoile, ça me gonflait à noter ça de façon, ça devient un peu lourdingue. Donc ça veut dire le symétrique hein, de f de g, l'inverse de f de g, et ben c'est l'image de l'inverse de g. Ok. Voilà. C'est toujours pareil, hein, c'est compatible avec la loi, c'est-à-dire que donc, si je prends un élément, je fais son inverse, je calcule l'image de l'inverse, oh bah c'est, si j'avais fait son image au début, je fais son inverse, j'obtiens la même chose. Ouais. D'accord. L'inverse de l'image, c'est l'image de l'inverse. Ok, donc ça, dans nos exemples fétiches, bah, ça veut dire que, vous voyez, on savait déjà, hein, l'exponentielle de moins x, donc c'est l'opposé de x, et ben c'est l'inverse de exponentielle x. Et puis le déterminant de la matrice inverse à moins 1, bah, c'était 1 sur déterminant de A. Vous voyez, ça c'est les propriétés qui font que c'était des morphismes, hein, donc voilà. Ok, donc en général, donc faisons la preuve, alors c'est pas bien compliqué, donc f de g grande étoile, c'est des éléments de H, hein. F de g moins 1, bah, ça fait donc f de g petite étoile g moins 1, c'est la définition du fait que f est un morphisme de groupe, hein. Et donc ça, bah, c'est l'élément neutre de g, par définition, hein, parce que g moins 1 est l'inverse de g, donc c'est f de ng, et puis d'après ce qu'on a vu avant, bah, ça c'est nh. Et donc j'en déduis que bah, voilà, cette opération-là, f de g étoile ce truc-là, ça fait nh. Alors je peux faire la même chose dans l'autre ordre, ça ne change strictement rien, j'obtiendrai g moins 1 étoile g, donc la même chose. Et donc ça me montre que bah, cet élément-là est bien le symétrique de f de g. F de g moins 1 est bien le symétrique de f de g dans h. Et donc c'est la formule qui est là. Donc voilà une autre petite propriété simple mais qui sera utile. Maintenant je vous définis ce que c'est qu'un morphisme d'anneau. Donc un morphisme d'anneau, bah, ça part d'un anneau dans un anneau, c'est la base. Donc je prends A et B, deux anneaux, ok. Eh bien, je prends une application de A dans B. Alors, c'est un morphisme d'anneau si et seulement si, ben, en fait, déjà, c'est un morphisme de groupe. Première condition. Okay, donc, tout ce que j'ai dit avant, là, sur les morphismes de groupe, là, les éléments neutres, l'image du symétrique, ça marche encore pour les morphismes d'anneau, parce que c'est un morphisme de groupe. Ok, alors, qui doit être compatible avec la multiplication aussi. Dire, bah, pourquoi vous dites que ce n'est pas un morphisme de groupe pour la multiplication? Parce que ce n'est pas des groupes pour la multiplication. Hein. Rappelez-vous la vidéo sur la structure d'anneau. A et B ne sont pas des groupes de la multiplication. D'accord? Les inversibles de A et de B en sont. Hein. Le problème, c'est ça, c'est qu'il manque, tous les éléments ne sont pas forcément inversibles pour l'addition, pour la multiplication. Okay, et donc, bah, du coup, la conséquence qui était vraie pour les morphismes de groupe, mais qu'il faut rajouter là pour les morphismes d'anneau, c'est que donc si j'appelle 1 l'élément neutre pour la multiplication à un truc standard, 1A l'élément neutre de A pour la multiplication et 1B l'élément neutre de B pour la multiplication, f de 1A doit être égal à 1B. Ce n'est pas automatiquement vrai par le fait que je ne peux pas forcément inverser les éléments de A et de B. Donc voilà, donc il faut ajouter tout ça. Alors, on va faire un premier exemple, hein, simple, prenons l'anneau Z,
le plus simple. Quels sont les morphismes d'anneaux de Z dans Z? Bon, bah alors par définition, de ce que je viens de voir, f de 1 doit être égal à 1. Ok. Puis alors, f de 1 plus 1, bah, f de 2 par exemple, bah, ça doit être f de 1 plus f de 1, mais f de 1 c'est 1, donc c'est 1 plus 1, donc ça fait 2. Donc f de 2 doit être égal à 2. Ok. Bon, alors, pas une petite récurrence, pas bien compliquée, vous voyez. Si je suppose que f de n-1 c'est n-1, j'aurais dit que f de n, bah, c'est f de n-1 plus 1. Donc c'est f de n-1, n-1 plus f de 1, 1. Ah, bah c'est n. Donc petite récurrence, pas bien compliquée. Après, on peut faire pour les négatifs et tout ça. Hein, en prenant f de moins n plus n, bah, c'est f de moins n plus f de n. Donc si f de n c'est égal à n, f de moins n c'est égal à moins n, hein, puisque f de 0 égale 0. Donc voilà, donc finalement, le seul morphisme de z dans z, bah, c'est l'identité. Ok, donc pas super. Ouais, morphisme d'anneau, ça n'a pas l'air top comme ça. Alors que c'est super fondamental, c'est juste essentiel, à mon avis. Hein. Si on fait un peu d'algèbre, c'est vraiment le truc hyper important, mais de z dans z, c'est pas flagrant. Alors, prenons d'autres exemples. Eh bien, par exemple, des polynômes, cette fois de R de x, là, dans R, ce qu'on a vu tout à l'heure, là, P de 0. On a dit que c'était un morphisme de groupe, bah, c'est aussi un morphisme d'anneau. Hein, en fait, ça marche aussi pour les fonctions, vous savez bien, parce que pourquoi? Parce que, voilà, P fois Q de 0, par définition, P fois Q de tout de 0, c'est P de 0 fois Q de 0. Hein, c'est la définition d'un produit de fonction, en fait, hein, une somme de fonctions, donc bah, c'est fait pour. Ok, donc voilà, et puis évidemment, si je prends le polynôme égal à 1, bah, P de 0 c'est 1, bref. Ok, alors un peu plus sophistiqué peut-être, l'application qui de z dans z sur n z a associe sa classe d'équivalence, hein, c'est-à-dire sa classe de congruence modulo n. Et bien ça, si vous avez vu la définition de z sur nz, ce que je vous engage à faire, c'est pas le cas, hein, donc il y a des vidéos sur ça, vous avez vu que c'était par définition en fait, on définissait à point, l'opération plus et fois sur ça sont faites pour que ça soit un morphisme d'anneau en fait. C'est la définition des opérations en fait. Ok, ça veut dire que a plus b, le tout point, c'est a point plus b point, etc. Donc si je prends deux corps au début, et un morphisme d'anneau de a dans b, bah, c'est un morphisme de corps. C'est juste une petite définition, voilà. Je ne l'avais pas dit dans la vidéo précédente, c'est juste, il n'y a pas de propriété particulière en fait des morphismes de corps, c'est juste des morphismes d'anneau entre deux corps. Ok. Alors, maintenant, si le morphisme est bijectif, première chose à voir, un truc important, c'est que bah, l'application réciproque, la bijection réciproque, donc f dans E, est aussi un morphisme. Ok. Donc ça marche forcément dans les deux sens. Hein. Si c'est compatible dans un sens et qu'on peut revenir en arrière, bah, c'est compatible dans l'autre sens, donc c'est pareil. Hein, pas confondre avec le théorème que j'ai montré tout à l'heure, l'image de l'inverse, c'était l'inverse de l'image. C'est pas la même chose. Là, le f-1, ça n'a rien à voir avec les moins 1 dans le groupe. Hein. C'est l'image réciproque de f. D'accord? Bon, alors c'est pas bien compliqué, donc je prends deux éléments dans f. Je vais montrer que, voilà, que f-1 du produit, c'est le produit des machins, enfin bref. Ok. Donc, il existe A et B dans E, tel que x égale f de A, y égale f de B. Pourquoi? Parce qu'elle est surjective, mon application, puisqu'elle est bijective. Donc, quels que soient les éléments là, ils ont un antécédent, au moins un antécédent A et B. Même un unique, en fait, parce qu'elle est bijective. Donc, je pourrais même dire qu'il existe un unique A et B, tel que x égale f de A, y égale f de B. Bon. Ok. Alors, f-1 de x grand égal y. Qu'est-ce que ça fait? Je veux arriver à la fin à f-1 de x, petite étoile, f-1 de y, hein, pour montrer qu'f-1 est un morphisme. Okay. Bon, alors, je remplace x et y par f de a et f de b. Donc c'est f-1 de f de a, grande étoile, f de b. Mais comme f est un morphisme, par même sens, ça on a vu, hein, en prenant l'égalité dans l'autre sens, que ça c'est petit f de a étoile b. Ok? D'accord? Or, f-1 de f de quelque chose, comme c'est bijectif, c'est forcément ce quelque chose. Donc ça, c'est a étoile b, il n'y a pas le choix. Hein. La bijection réciproque fait exactement l'inverse de f. F transforme 2 en 4, f-1, 4 en 2. Hein, comme l'exponentielle log, c'est les fonctions qui font exactement le contraire. Donc f-1 de f de a étoile b, c'est forcément a étoile b. Mais a étoile b, bah, je remplace du coup, a c'est f de a. X c'est f de a. Donc a c'est f-1 de x. D'accord? C'est par définition quoi. Hein, pareil, parce que f est bijectif, donc y. Enfin, B, c'est f-1 de y. Donc, A, f-1 de x, B, f-1 de y. Donc ça, c'est f-1 de x, c'est petite étoile, f-1 de y. Ah, bah voilà. C'est exactement l'égalité que j'espérais trouver. Donc, c'est pas bien compliqué, et c'est prouvé. Alors maintenant, donc, si j'ai un morphisme bijectif entre deux groupes ou de deux anneaux, on dit que c'est un isomorphisme de groupe, ou donc un isomorphisme d'anneaux. Et on dit que les deux ensembles E et F sont isomorphes, et ça se note avec un petit, comme ça, égal avec le petit de la barre du haut qui est penché. Ouais. Donc, c'est-à-dire que E et F sont isomorphes. Ok? Voilà. Si on a un morphisme bijectif entre les deux, on dit qu'ils sont isomorphes. Et là, c'est une notion importante que je vais vous expliquer maintenant. Qu'est-ce que ça signifie que deux anneaux ou deux groupes sont isomorphes? Ben, moralement, vraiment, ça veut dire que c'est les mêmes. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Deux groupes isomorphes, pour un mathématicien, c'est le même groupe, en fait, presque. Mais vraiment, la même chose. Alors, pour vous expliquer ça, je vous donne des exemples d'isomorphisme. Prenez le plan, les vecteurs du plan. D'accord?
Bon, ben, je peux lui donner des coordonnées, un vecteur de plan. Celui-là, par exemple, c'est 3,7, 2,4, ok. D'accord. Je prends des coordonnées, j'ai un vecteur du plan, je prends un vecteur du plan, des coordonnées. J'aurais pu faire avec les points aussi, hein, bon. Sauf que les points, on ne les ajoute pas, donc c'est mieux, là, pour avoir un groupe, c'est mieux de prendre les vecteurs. Bah, si vous savez bien que si j'ajoute deux vecteurs ou j'ajoute les coordonnées, ça revient exactement au même. Ça devient tellement au même que des fois, quand on a l'habitude, alors que c'était pas du tout naturel quand vous étiez petit, hein, mais dire que le plan, c'est un ensemble de couples de nombres, c'est pas la même chose. Mais pourtant, on est tellement habitué maintenant qu'on ne voit même plus la différence. On prend le point de coordonnées 3, 4, ou le vecteur de coordonnées 3, 4, on ajoute avec le vecteur de coordonnées 5, 5, 8, on les ajoute, on dit le vecteur de coordonnées 7, 8. Enfin, on voit bien, il y a un objet géométrique, vecteur, vous voyez, un déplacement, une intensité, une force, une direction, un machin, et puis deux nombres. C'est vraiment pas du tout pareil, normalement, vous voyez. Mais en fait, comme il y a un isomorphisme, c'est-à-dire qu'une application qui permet de passer de l'un à l'autre est compatible avec les opérations addition, multiplication par un scalaire et tout ça, bah en fait, c'est la même chose, quoi. Mathématiquement, il n'y a plus de différence, en fait. Vous voyez, ça nous permet de définir comme ça les espaces de dimension plus grande en y prenant plus de coordonnées. Parce qu'on a tellement identifié les deux que maintenant, on arrive à visualiser R4, R5, on a comme des espaces de 5 dimensions, alors que dans la vraie vie, on n'en a jamais vu, vous voyez, grâce à cet isomorphisme. Donc, c'est vraiment des choses super essentielles. Ça permet des fois de voir différemment, avec des opérations différentes, des trucs, de les voir de la même façon. Parce que par exemple, le groupe moins 1, 1, vous voyez, je multiplie moins 1 par moins 1, ça fait 1 par 1, ça fait 1. Bah, c'est la même chose que le groupe Z sur 2Z, d'accord? C'est juste 1, ça correspond à 0 point. Vous voyez, là, si je fais 0 plus 0, c'est 0. 1 fois 1, ça fait 1. Là, 1 plus 1, ça fait 0. Moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Donc, c'est deux façons de voir le même groupe. Hein, le groupe le plus simple, l'anneau le plus simple même. Bon, là, je l'ai mis en groupe, mais c'est même... enfin, lui, c'est un anneau en plus. Et voilà, on peut le voir avec plus, avec fois, ces deux groupes-là, et c'est la même chose. Et ça, en fait, cet isomorphisme-là, il est vraiment... Ok, il est très basique, mais je veux vous le généraliser un petit peu plus avec les choses que vous n'aimez pas, là. Enfin, souvent, mes étudiants, en tout cas, n'aiment pas trop. Les racines énièmes de l'unité, ce groupe qui... Ah, ça ne plaît pas. Déjà, les nombres complexes, on n'aime pas trop, mais alors les racines énièmes de l'unité... Pourtant, c'est super joli, ça consiste à couper mon cercle trigonométrique, là, en n parts égales. Hein. Donc pour se rappeler des formules, c'est pourtant pas bien compliqué, il suffit de se rappeler que l'angle en radian de tout le tour du cercle, c'est 2π. Et donc si je coupe 2π en n parts égales, bah, chaque morceau fait 2π divisé par n. Donc le premier là, l'angle qu'il fait ici, c'est 2π divisé par n, donc c'est EI 2π sur n. Okay, et donc après, bah, c'est deux fois cet angle-là, EI 4π sur n, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Au bout de k morceaux, bah, EI 2kπ sur n, et puis jusqu'à la fin, EI 2n-1π sur n, quand je suis au n-1e morceau. Et j'arrive là. Vous voyez? Bon, bah, ça c'est un groupe muni de la multiplication, hein. C'est ce qu'on appelle un groupe cyclique, d'accord? J'ai une vidéo sur les groupes cycliques que vous pourrez voir après si vous voulez, où j'explique tout ce que c'est qu'un groupe cyclique. Bon, ben voilà, il s'appelle cyclique parce qu'on peut le revoir comme sur un cercle, et puis ça cycle, vous voyez, si je multiplie par e2 puissance n, par celui-là, EI 2π sur n, j'arrive là, puis hop, là je arrive sur 1 et je arrive sur lui, et donc ça cycle indéfiniment. Bon, bah bref. À lui, je peux lui associer les éléments de z sur nz. Regardez, si je dis, bah, tiens, lui, ça correspond à 0 point. Lui, ça correspond à 1 point. Lui, à 2 points, ainsi de suite. Lui, à k points, ainsi de suite, n-1 point. Bah, en fait, c'est comme si, vous voyez, quand j'ajoute 1 plus 1, ça fait 2, bah, lui fois lui, ça fait lui. Hein, c'est l'isomorphisme que je viens de voir là, entre la multiplication et l'addition, ça marche super bien de là. C'est-à-dire que ce groupe-là, en fait, finalement, quand je regarde que la puissance de ça, vous voyez, ça c'est ça, puissance 1, EI de n puissance 2, EI de pi sur n puissance k, en fait, celui-là. Et celui-là, EI de pi sur n puissance n-1, bah, je regarde juste la puissance qu'il y a, la puissance de fois ce point-là qu'il y a partout là, et ça correspond à des éléments de z sur nz. Hein, pourquoi pas juste des entiers de 0 à n-1? Bah parce que n-1 plus 1, ça doit faire 0, vous voyez. Hein, si je rajoute une puissance là, clac. Et donc c'est vraiment bien z sur nz. Et donc ce groupe finalement là des racines m de l'unité, finalement, il est isomorphe à z sur nz. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Donc en fait il n'est pas si dur. Parce que généralement on trouve que z sur nz c'est pas si dur. Donc, ok. Alors maintenant je vais parler juste des morphismes injectifs. Ok, pourquoi? Parce que autant les isomorphismes sont super importants, mais les morphismes injectifs, quasiment autant. Pourquoi? Parce que si je prends un morphisme injectif, d'accord, bah, c'est un isomorphisme entre E et im de f. Je prends juste son image là. Il a bien une image, f. Donc j'obtiens un isomorphisme, d'accord, finalement, entre f et une partie de e. Entre le contraire entre e et une partie de f. Autrement dit, je peux visualiser e, en fait, comme une partie de f. J'imagine ça comme une inclusion de E dans F. Vous voyez, dès que vous avez réussi à écrire un morphisme injectif, bah du coup, vu que ça va être isomorphe à l'image, il y a une partie de l'ensemble d'arrivée qui est moralement pareil que votre ensemble de départ. Donc votre ensemble de départ, vous pouvez l'imaginer comme inclus dans l'ensemble d'arrivée.
Alors vous l'avez fait plein de fois, ça vous en rendre compte. Hein. C'est par exemple trouver le morphisme de Z dans Q qui a n associe n sur 1. Bah, c'est ça qui permet de dire que Z est inclus dans Q. Ce que tout le monde dit. Hein. Vous avez déjà dit que les entiers étaient inclus dans Q. Bah non, Q c'est un ensemble de fractions. D'accord? C'est les classes d'équivalence de fractions qui sont égales, vous savez, hein, 3 sur 2, c'est pareil que 6 sur 4, etc. Donc c'est... Voilà, donc je vais redéfinir tout ça, hein, mais bon. Bref, normalement vous avez vu le corps des fractions, donc vous avez vu tout ça. Ok. Donc, voilà, bah ça, c'est un morphisme. C'est assez bête. J'identifie simplement. Vous l'avez fait depuis tout le temps. Ça vous semble tellement évident, généralement. Je dis, 3, c'est 3 sur 1. Bah, j'identifie 3 à 3 sur 1. Je dis, mais non, mais 3 sur 1, c'est pareil que 3. Oui, bah, la fraction 3 sur 1, normalement, c'est un objet. Vous voyez, il y a deux nombres. Il y en a un, c'est 3, l'autre, c'est 1. On les écrit comme ça et tout ça. C'est un rationnel, c'est pas un entier, vous voyez. Mais grâce à ce morphisme-là d'inclusion de Z dans Q, bah, on peut voir Z comme une partie de Q. OK? Donc voilà, par exemple, quand je dis que R est inclus dans C, simplement je dis bah, l'application qui a X associe X plus 0, oui, bah, donc qui associe X en fait, hein, elle est injective. Oui, bah, oui, deux éléments réels, ils ne peuvent pas arriver au même endroit, bah voilà. Et bien ça c'est l'inclusion de R dans C. Vous voyez, c'est vraiment très très basique. Quand je vous dis que R est inclus dans les polynômes par exemple, bah, c'est simplement aussi l'application qui a un nombre 3 associe le polynôme 3 plus 0, X plus 0, X2, etc. Vous voyez, donc on voit bien que on les a déjà faites ces inclusions-là, quoi. Et c'est ça que ça veut dire, quoi. Dès que vous avez un morphisme injectif, vous pouvez visualiser comme si A était inclus dans B, ouais, ou E est inclus dans F, quoi, plutôt. Donc si F de E dans F est un... on dit que c'est un plongement de E dans F, d'accord? On dit comme si E, on l'envoyait dans F, là, hop, on plonge dans F, on le voit comme une sous-partie de F, ou que F est une extension de E. Ok? Donc voilà, c'est surtout important pour les anneaux et les corps. L'extension de corps, ça veut dire ça, c'est-à-dire qu'il y a une injection d'un corps dans l'autre. C'est un corps plus grand qu'on tient. C est une extension de corps de R, etc. etc. Mais il y en a d'autres. Hein. Q de racine de 2, vous vous rappelez, on a vu que c'était un corps. C'est une extension de Q. Ouais. Ok, donc super important. Alors maintenant, le noyau d'amorphisme. Pourquoi c'est important? En fait, vous allez le voir. Donc déjà définition, alors c'est comme les noyaux d'espace vectoriel, hein, des applications linéaires, si vous l'avez vu, donc vous ne devez pas être surpris si vous avez déjà vu ces vidéos-là. Donc pour amorphisme de groupe, le noyau de F, c'est simplement l'image réciproque de l'élément neutre de H. Les éléments de G qui arrivent dans l'élément neutre de H. Hein, d'accord? On a déjà vu qu'il y avait forcément l'élément neutre de G, parce que l'image d'élément neutre de G, c'est l'élément neutre de H. Donc, ce qui est F, il contient forcément l'élément neutre de G, d'accord? Puis même, c'est forcément un sous-groupe de G. Mais attendez, allons pas trop vite. Bref, donc F, c'est l'image réciproque, donc c'est-à-dire tous les X dans G, hein, tel que F de X égale NH. Et voilà, donc c'est sa définition. Et le théorème qui en fait tout l'intérêt, c'est que en fait, pour repérer ces morphismes injectifs, il suffit de regarder cet ensemble-là. D'accord? Normalement, ça veut dire, je vous rappelle, l'injectif, ça veut dire que voilà, si f de x égale f de y, il faut montrer que x égale y. Il suffit de montrer que si f de x égale nh, alors x égale ng. C'est un cas particulier, du coup, c'est cool. Comme c'est un morphisme, il suffit de démontrer ça. Oui. On va refaire la preuve de ça. Hein. Mais voilà. Donc Krf est un sous-groupe, hein, premier point, je vous ai dit. Et f est injectif si et seulement si ce sous-groupe, c'est juste l'élément neutre de G. OK? Et donc, oui, c'est super utile. Pourquoi? Parce que, vous l'avez déjà vu pour l'espace vectoriel, hein, pour montrer qu'une application linéaire était injective, on a montré que son noyau était réduit à 0. Là, c'est la même chose. C'est tellement plus simple de regarder le noyau, d'accord, de faire des calculs pour savoir si c'est injective, et c'est tellement important de savoir si c'est injective pour voir si on a un plongement, une extension et tout ça, que ce théorème est super important. OK. Alors maintenant, faisons la preuve vite fait. Donc tout d'abord, montrons que le noyau, c'est un Ker de F, est un sous-groupe de G. Donc ça contient bien l'élément neutre, donc c'est différent du vide. Si je prends deux éléments dans le quart de F, est-ce que, pour aller plus vite, je fais x étoile y-1, où y-1 c'est le symétrique de y pour la loi petite étoile. C'est l'astuce pour faire les deux vérifications en une. Et qu'à la fois x étoile y est dans le quart de F et que y-1 est dans le quart de F. Ok, alors allons-y, pourquoi ce serait dans le cas? Parce que, donc, f de x étoile y-1, d'après ce qu'on a vu, c'est, comme c'est amorphisme, c'est f de x, grand étoile, f de y-1. Mais f de y-1, rappelez-vous, la deuxième propriété, c'est f de y, le tout moins 1. Ok, parce que ça, c'est amorphisme de groupe f, donc on sait déjà tout ça. Ok, bon, jusque-là, tout va bien. Mais donc, f de x, comme c'est dans le Caire, f de x, c'est nh, d'accord? Et f de y, c'est nh, mais donc c'est nh moins 1. Mais l'inverse de nh, de m de nh, c'est nh lui-même. Hein. Donc ça fait nh étoile nh. Hop, ça fait nh. Ok? Très bien, donc ça, c'est la première chose. Donc, ça prouve que le noyau est un sous-groupe. Alors maintenant, si f est injective, ça implique que le noyau est réduit à ng. Pourquoi? Parce que c'est un cas particulier. Je veux dire, si f de ng, c'est nh. Ça, je le sais.
Donc si f de x égale nh, et qu'elle est injective, ben, x égale ng, hein, parce que j'ai x et ng, tous les deux qui vont dans nh, donc si elle est injective, il n'y a pas d'autres éléments que ng qui vont dedans. Ok, ça c'est le cas facile. Donc réciproquement, maintenant supposons que dans le noyau, il n'y a que ng. Et donc, bah, voilà, j'ai montré qu'elle est injective, donc je prends deux éléments dans G, tels que f de x égale f de y, il faut que je montre que x égale y. Ok. Donc, mais si f de x égale f de y, ça veut dire que f de x étoile f de y moins 1, ça fait nh. Hein. Alors f de y moins 1, c'est le moins 1 dans h, hein, l'inverse de f de y dans h. Bon, bah forcément, ça, puisque c'est la même chose que f de x, c'est l'inverse de f de x aussi, donc ça fait nh. Ok. Bon, mais alors ça, j'utilise la même formule que là, mais à l'envers. Hein. Vous voyez, ça fait f de x petite étoile y moins 1, qui est égal à nh. Ok, bon, jusque-là tout va bien. Donc x étoile y moins 1 est dans le noyau de f. Hein, parce que son image c'est nh. D'accord. Donc ok. Mais par hypothèse, ker de f c'est que l'élément neutre. Bah, donc x étoile y moins 1 c'est l'élément neutre de g. Et là vous allez me voir, je multiplie par y de chaque côté. Ah bah x égale y. Donc voilà. Donc la réciproque est pas bien dure, mais c'est important de le savoir. Et bien voilà, je vous remercie, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et puis je vous dis à bientôt pour la suite.